Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans l'École du Futur. Je suis ravie de vous retrouver au programme de cette émission. Certains inventent des outils, d'autres inventent des mondes. Lui a créé celui dans lequel nous vivons tous aujourd'hui, inspirant au passage toute une génération d'informaticiens. C'est l'Internet avec un grand I. Il s'appelle Louis Pouzin et c'est notre rôle modèle du jour dont le portrait est à découvrir dans un instant. Et puis notre question du jour, l'IA est-elle en train d'abétifier nos enfants? C'est sans doute la question de la décennie et elle est légitime parce qu'on manque de recul, parce que ces outils évoluent plus vite que notre compréhension et parce que nous n'avons pas toujours les clés pour en faire un usage intelligent. Pourtant, notre invité est convaincu d'une chose, utilisée à bon escient, l'intelligence artificielle pourrait au contraire stimuler notre cerveau et transformer en profondeur notre manière d'apprendre. Et cet optimiste, c'est Anthony Basile. Bonjour. Bonjour, enchanté. Vous êtes docteur en interaction homme-machine. On va discuter ensemble de tout ça dans un instant, Mais d'abord, vous le savez, c'est votre focus. Aujourd'hui, Internet est un incontournable au quotidien. Il y a 50 ans, en revanche, on n'en était qu'à ses prémices. Les Américains avaient d'abord lancé ARPANET, un réseau qui n'a pas échappé à l'Institut national de recherche en informatique et en automatique, l'IRIA, qui a recruté dans les années 70 l'ingénieur français en informatique Louis Pouzin pour en lancer une version française. Le portrait de ce pionnier est à découvrir et il est par Xavier Terrade. Vincerf reconnaît que ses travaux l'ont inspiré pour l'élaboration du protocole de transport d'Internet TCP. Car en effet, l'ingénieur en informatique Louis Pouzin, né en 1931, a contribué dans les années 1970 au développement des réseaux à commutation de paquets, système précurseur d'Internet. Auparavant, l'ancien élève de Polytechnique avait travaillé dans les années 1950 pour la compagnie industrielle des téléphones et la société d'informatique Bull, alors qu'il a ensuite travaillé chez Météo France en 1969. Il a rendu visite aux universitaires en charge du réseau américain ARPANET. Quelques mois plus tard, il entre à l'Institut national de recherche en informatique et en automatique pour mettre en place une version française de cet ancêtre d'Internet. J'ai intégré l'IRIA quand le gouvernement de Gaulle, à l'époque, avait décidé de faire un réseau comme l'ARPANET. C'est à partir de ce moment-là que je me suis plongé dans les réseaux. Il n'y avait pas grand-chose à lire d'ailleurs à l'époque. Il y avait une demi-douzaine de bons documents. Et puis, il n'y a pas de machine. Ce réseau français s'appelait Cyclade. Louis Pouzin était chargé de mettre en place une communication pédagogique présentant le fonctionnement de ce réseau qui a permis de relier 25 ordinateurs en 1975. Il fallait déjà dégrossir le sujet pour que les gens puissent travailler avec les outils. C'est en même temps qu'on a écrit, on pourrait dire, je dirais pas le manuel, mais on a écrit le bouquin qui servait d'introduction à ce futur réseau. Et ça a été très réussi parce que, à l'époque, personne n'était capable de parler de réseau en dehors de gens assez avancés. C'est deux fascicules imprimés par l'IRIA qui étaient ce dont les gens pouvaient parler sans avoir besoin de connaissances techniques. L'ingénieur français n'est pas peu fier d'avoir retrouvé les mots qu'il avait écrits dans la bouche des dirigeants de l'époque. C'est ça qui a servi d'introduction au réseau en France. Au bout d'un an, je me suis aperçu que la plupart des gens qui parlaient au nom de l'État ou d'institutions racontaient ce qu'il y avait dans ce résumé, quoi. Sans jamais nous citer d'ailleurs. Louis Pouzin est resté en poste à l'IRIA jusqu'en 1980. En 2012, il a commencé à promouvoir l'idée d'un nouvel Internet. L'année suivante, l'ingénieur français a reçu le Queen Elizabeth Prize for Engineering avec 4 autres pionniers d'Internet, Robert Kahn, Vinton Cerf, Tim Berners-Lee et Mark Andreessen. Une décennie plus tôt, la France l'avait déjà décoré de la Légion d'honneur.
Allez, sur un tout autre sujet, ou presque, du plagiat au copier-coller d'intelligence artificielle générative. Au fond, les pratiques de triche n'ont pas tant changé. Et oui, qui n'a jamais repris quelques lignes d'un autre pour aller plus vite en besogne ou pour se débarrasser d'un devoir? Mais à l'ère de l'IA générative, une question nouvelle se pose. Que se passe-t-il dans notre cerveau lorsque l'on délègue trop? Quelles conséquences sur nos fonctions cognitives, notre mémoire et notre capacité à raisonner? Et surtout, comment faire de ce nouvel outil un allié pédagogique plutôt qu'un ennemi de l'apprentissage? Voilà quelques-unes des questions ô combien intéressantes auxquelles mon invité du jour va tenter de répondre. Et l'invité en question, c'est Anthony Basile, docteur en interaction homme-machine et auteur d'un livre blanc intitulé « L'éducation à l'ère de l'intelligence artificielle » paru en 2025. Alors Anthony, peut-être qu'on peut commencer par le plus simple finalement, c'est vous présenter en quelques mots et surtout ce qui vous a amené finalement à écrire ce livre. Eh ben, bonjour, moi du coup j'ai fait un parcours en sciences cognitives, donc principalement un master en sciences cognitives, puis un doctorat. Et dans les sciences cognitives, sur la pédagogie, sur l'éducation, sur les nouvelles transformations, je me suis aussi intéressé à l'intelligence artificielle qui a émergé vers la fin de mon doctorat. Voilà, c'était un petit peu le bon moment. Et ensuite j'ai continué, donc cette fois dans une boîte, donc ICIDO, pour faire davantage de formations, de conférences, être beaucoup plus proche du terrain, toujours en me basant quand même sur tous mes travaux, toutes les recherches que j'ai faites, et pour les appliquer, pour essayer un petit peu d'éduquer, d'acculturer les gens, jusqu'à du coup écrire ce livre blanc et aussi une chaîne YouTube Décoder demain, où du coup l'idée c'est encore une fois d'essayer de toucher le plus de personnes possible, le plus grand public, et c'est de rendre ça accessible et le plus gratuitement possible pour ces éléments-là. Et alors justement, on a quelques images de votre travail sur la chaîne Décoder demain. Commençons par une réalité dérangeante. Notre système éducatif s'est construit en tournant délibérément le dos à la science. Les neurosciences ont fait des bonds de géant ces 30 dernières années. Nous avons découvert que le cerveau humain n'est pas cette machine à enregistrer passivement l'information qu'on imaginait. Il est plastique, social, émotionnel. Il apprend par l'expérience, la curiosité, l'erreur. Il a besoin de mouvement, de sommeil, pour pouvoir fonctionner optimalement. Et pourtant, que proposons-nous à nos enfants? L'immobilité forcée pendant des heures, l'apprentissage passif, la peur de l'erreur, la compétition anxiogène, le réveil à des heures biologiquement inadaptées, la séparation artificielle des matières quand le cerveau fonctionne par connexion. Alors vous abordez tout un tas de sujets liés effectivement aux sciences cognitives sur cette chaîne. Et là, aujourd'hui, on va parler toujours de sciences cognitives, mais à l'heure justement de l'intelligence artificielle. Et on va parler justement, on va décrypter votre livre blanc qui, je le rappelle, est intitulé « L'éducation à l'ère de l'intelligence artificielle ». Et on va commencer par ce qui est encore une fois peut-être le plus simple et en même temps le plus marquant. Vous définissez l'intelligence artificielle par plus qu'un outil finalement. Vous dites que justement que c'est un outil pédagogique. Qu'est-ce que ça signifie? Alors là-dessus, je voulais montrer deux choses. La première, c'est que c'est un outil. Mais contrairement à beaucoup d'autres outils que j'ai pu aborder dans ce livre blanc, on fait souvent la comparaison avec l'écriture, l'imprimerie ou des choses plus récentes comme Internet. Et il y a des parallèles à faire. C'est-à-dire qu'il y a plein de parallèles à faire, mais pour moi, il y a quand même une grosse différence. Et c'est là-dessus où je mets des grosses nuances. On a toujours été actifs. C'est-à-dire que quand on recherche sur Internet, c'est nous qui allons faire les recherches, on va faire des comparaisons. Ici, avec l'intelligence artificielle générative, comme ChatGPT, on devient passif. Et c'est là tout l'enjeu et toute la réflexion qu'il faut avoir dessus, parce que quand on est passif, on reçoit l'information, elle a déjà été analysée, résumée, et on la reçoit telle qu'elle, ce qui a beaucoup d'implications. Et donc voilà, pour moi, c'est le changement majeur, on devient passif. Et c'est la difficulté. Et du coup, c'est là que ça rejoint un petit peu ce qui est votre cœur de métier, c'est-à-dire les sciences cognitives, puisque vous parlez à cette échelle d'une révolution cognitive. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Qu'est-ce qui se passe dans notre cerveau? Alors, ce que je voulais dire avec révolution cognitive, c'est un petit peu une transformation systémique de notre rapport à la connaissance, notre rapport au savoir, puisque justement, le fait que ChatGPT puisse très rapidement en fait, générer des dissertations, forcément, ça va avoir beaucoup d'impacts. Ces impacts, ça peut être pourquoi continuer à faire des dissertations si ChatGPT m'en fait en 30 secondes? Pourquoi continuer à réfléchir? Pourquoi continuer à faire toutes ces choses-là? Comment on note? Puisque à partir du moment où ChatGPT fait quelque chose de quand même assez correct, comment on note? Quelles sont les implications? Et voilà, finalement, ça pose beaucoup de nouvelles questions qui transforment profondément en fait.
Et là, ça rejoint l'une des citations que j'ai extraites de votre livre où vous dites « La question de l'autorité épistémique se pose également. Qui de l'humain ou de la machine devient la référence en matière de connaissance ?» Ça signifie que l'IA est en train de devenir finalement aux yeux des élèves une nouvelle forme d'autorité ? Oui, totalement. Pour plusieurs raisons. Déjà, on a un biais envers les machines. On ne va pas forcément remettre de base en cause le résultat de la calculatrice. Et donc, c'est quelque chose qui peut arriver aussi avec ChatGPT, aussi avec la façon dont on le décrit. Pour du marketing, on va dire qu'il a un niveau doctorat, donc ça renforce la confiance. Sauf qu'il y a quand même des erreurs, des biais. Mais quand un enseignant dit quelque chose, si l'élève demande à ChatGPT et que ChatGPT dit le contraire, qui, du coup, a raison. Il y a une remise en question de qui détient vraiment le savoir. Et même, du coup, ça impacte le rôle de l'enseignant, est-ce qu'il est transformé ou non. En tout cas, voilà, il y a deux sources fiables qui ont potentiellement des avis contraires. Et en même temps, sur la question de la remise en cause, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, malgré tout, et peut-être que c'est naïf, mais j'ai l'impression quand même que les plus jeunes ont conscience, un minimum, que finalement ChatGPT n'a pas la réponse absolue. En fait, on le répète tellement partout que j'ai du mal à croire qu'ils y soient insensibles. Alors, est-ce que du coup, ça remet vraiment en question l'autorité de l'enseignant ? En fait, là-dessus, ce qui est assez marrant, c'est que les jeunes, de ce que je vois beaucoup, l'utilisent beaucoup, mais déjà pas forcément bien. Et en plus, les réponses de ChatGPT et de tous les équivalents, Gemini, Claude, ça paraît très bien construit. Notamment quand on a du recul, quand c'est notre expertise, on peut voir que ça reste quand même très très bien, mais il peut y avoir des fois des erreurs, des biais, des hallucinations. Mais quand on est jeune ou qu'on ne connaît pas le sujet, ça fait quelque chose qui paraît bien mieux que ce qu'on aurait fait, et on ne se rend pas compte ni des biais ni des erreurs, et donc forcément, petit à petit, à force de l'utiliser, ça va nous induire sur le fait que il est vraiment bon, parce qu'on n'a pas cet esprit critique, on n'a pas ce recul pour se rendre compte de ce qui ne convient pas. Bon alors, puisque l'enseignant n'est plus l'unique détenteur du savoir, c'est ce que vous nous expliquez, que devient son rôle ? Pour moi, là-dessus, justement, c'est une transition super intéressante, parce que, étant donné qu'il n'est plus détenteur du savoir, il va plutôt devoir chercher à guider l'apprenant pour transmettre les connaissances. Et là-dessus, c'est hyper intéressant, c'est-à-dire que la transmission du savoir peut évoluer avec ChatGPT et d'autres outils qu'il y a depuis quelques années, même les apports des sciences cognitives. Finalement, on peut un petit peu repenser ce système éducatif pour utiliser l'IA générative à l'endroit où elle devrait être et du coup recentrer le rôle de l'enseignant pour guider l'apprentissage, pour parfois dire non, là d'abord il faut apprendre à faire une dissertation pour ensuite pouvoir déléguer et avoir le recul. Il faut peut-être chercher à accompagner cette intelligence aussi un petit peu situationnelle, c'est-à-dire à ce moment-là, j'ai remarqué qu'il y avait des erreurs que ChatGPT, l'IA générative, n'analyse pas. Ça peut être, une tension dans la classe, ça peut être des éléments autres qui vont impacter l'apprentissage. Alors on va continuer à parler justement de ce rôle que l'enseignant doit prendre désormais, mais je rétrograde un tout petit peu sur la question finalement de la crise de l'autorité du savoir. Est-ce que c'est aussi une crise de confiance, de la défiance envers le système scolaire, vous pensez, ou c'est vraiment dû uniquement au fait que effectivement, on a tendance à faire confiance un peu aveuglément à la machine, comme à la calculatrice, comme vous nous l'avez expliqué? Alors, je pense qu'il y a aussi une crise de la confiance. Et je repense moi-même à quand j'étais collégien, lycéen, il y a toujours une espèce de remise en cause des autorités. Donc, si on a un outil qui nous permet de le faire davantage, c'est toujours intéressant. Mais bien utilisé, pour moi, c'est aussi intéressant. Parce que c'est intéressant de remettre en cause ce qu'on apprend, justement de vérifier ailleurs. Et si l'IA générative remet en cause certains éléments, ça peut déboucher sur des discussions nouvelles avec l'enseignant, qui n'aurait pas été le cas avant. Pour ChatGPT m'a donné cette info, vous m'avez donné ça. Et finalement, d'essayer de creuser pourquoi l'un a donné cette chose-là, l'autre, il y a sûrement plein de bonnes raisons. Et finalement, ça amène à de nouvelles réflexions, de nouveaux enseignements, que je trouve finalement très intéressants si on ne se limite pas juste au fait de ça remet en cause l'enseignant. Bon alors, puisqu'on parle de confiance, justement, est-ce qu'on peut faire confiance à un outil dont on ne comprend pas le raisonnement? Parce que c'est ça le problème, quand même, encore aujourd'hui, même si ça fait déjà quelques années, finalement, qu'on s'est lancé avec ces outils, c'est que ça reste de véritables boîtes noires. Alors, comment on fait? Est-ce qu'on peut leur faire confiance? Alors, pour moi, là-dessus, oui, il y a totalement ce côté boîte noire, mais c'est pas forcément grave, dans le sens où, pour une bonne partie des choses, qu'importe, si on regarde sur Google et certains articles, il ne faut pas prendre l'information telle qu'elle. On a toujours parlé de fact-checking, de chercher deux informations différentes. Et finalement, l'IA générative, c'est la même chose. ChatGPT, quand il nous donne quelque chose,
on va simplement faire comme avant sur Internet. On va essayer de chercher une deuxième source. On va voir est-ce que tout est bon, est-ce que c'est les bonnes transitions, est-ce qu'il y a des choses fausses. Et simplement, il faut garder cet esprit critique, qu'importe le contexte, même avec l'enseignant. L'idée, c'est pas de le critiquer, mais simplement quand on nous donne beaucoup d'informations, parfois il y a des points de vue différents. Et ça peut être intéressant de creuser ces points de vue. Personne à la science infuse à 100%. Et pour moi, qu'importe IA générative, enseignant ou autre, simplement d'être curieux et de faire aussi ses propres recherches. Alors, le paradoxe, c'est que malgré cette opacité, vous, ce que vous prenez, c'est que finalement, notre salut réside dans le fait de comprendre le fonctionnement de ces IA pour pouvoir justement bien les utiliser. Oui, mais là-dessus, on n'est pas sur une compréhension théorique profonde de ce qu'on appelle vraiment la boîte noire, mais plutôt, pour moi, ce qui est vraiment important, c'est de comprendre son fonctionnement de façon un peu plus générale, puisque ça permet finalement de comprendre déjà pourquoi elle va faire ses erreurs, en comprenant pourquoi elle fait ses erreurs, à quel moment elle est intéressante, à quel moment elle ne l'est pas. Et voilà, pour moi, c'est vraiment fondamental de comprendre, et surtout aussi de ce qu'on appelle le prompt, donc de parler avec ces IA. C'est super intéressant, parce qu'on peut sortir comme ça du simplement « fais-moi une dissertation » ou « fais-moi ces choses-là ». On a plein de nouvelles façons de faire qui nous permettent d'aller plus loin, plus d'éléments, rendre ça plus intéressant, et du coup, simplement comprendre de façon générale nous permet d'aller beaucoup plus loin. Bon, on va continuer à parler justement de la maîtrise de l'intelligence artificielle et des sujets sur lesquels elle peut être pertinente. Ça sera en seconde partie d'émission, mais d'abord, vous connaissez cette émission, c'est l'heure d'aller sur la planète tech. C'est la crème de la crème d'Internet, c'est la sélection de Dylan Kohler. Sur le plateau de l'École du Futur, toujours en compagnie de mon invité Anthony Basile, docteur en interaction homme-machine et auteur d'un livre blanc intitulé « L'éducation à l'heure de l'intelligence artificielle ». On va continuer à décrypter bien évidemment les conséquences de l'IA sur l'éducation. Ça me semble logique et c'est en seconde partie du talk. Alors Anthony, juste avant de partir en pause, on était en train de parler justement des questions de confiance autour de l'intelligence artificielle, de comprendre son fonctionnement, l'art de prompter. Alors dans ce contexte, quels sont justement les usages qui vous semblent les plus pertinents et lesquels sont les plus problématiques ? Ça, c'est une très bonne question et pour moi, il y a plusieurs usages qui sont vraiment super intéressants. La première, c'est de chercher finalement
à s'aider, donc de l'utiliser comme un sparring partner, c'est-à-dire que plutôt que de déléguer à 100%, de chercher par exemple, je lui propose une dissertation que j'ai faite, et à ce moment-là, je vais lui demander de critiquer ma dissertation, de me contredire, de proposer des arguments contre, ce qui peut faire évoluer finalement ma réflexion. Ou alors de passer 5 minutes à faire un plan, encore une fois, à se challenger, ou alors à lui demander d'autres arguments pour venir un petit peu compléter, voire avoir un point de vue, un angle différent. Parce qu'on sait aussi que l'être humain a beaucoup de biais, et donc l'IA générative qui peut nous proposer d'autres approches, d'autres angles, peut finalement enlever une partie de nos biais de confirmation, par exemple. Pour moi, c'est ces éléments qui sont positifs. Un dernier exemple, justement, quand j'intervenais auprès de certains enseignants, un enseignant en langue, par exemple, avec l'IA générative, les élèves peuvent, chez eux, s'entraîner à l'oral, à discuter avec ChatGPT en mode vocal, par exemple, pour s'entraîner. Ce qui est quand même plus sympa et moins stressant de s'entraîner tout seul avant de parler en anglais devant toute la classe avec ChatGPT pour, je sais pas, réviser, pour qu'il nous pose des questions. En plus, on peut le prompter pour qu'il nous pose des questions aussi sur des sujets que l'on apprécie, ce qui augmente l'intérêt finalement, plutôt que de commencer directement devant 20 personnes et de faire un petit débat avec l'enseignant. Donc voilà, pour moi, il y a plein d'usages, on a encore plein d'autres en tête. Voici quelques exemples. Alors le problème, il faut le reconnaître finalement, c'est qu'aujourd'hui, malheureusement, quand on prend justement l'exemple d'une dissertation, c'est que les élèves, finalement, ils envoient leur dissertation à l'IA, copier-coller, on met la consigne, copier-coller, je mets la réponse, et finalement, ils ne prennent pas le temps, parfois même de lire ces réponses, ou alors ils les lisent en diagonale. Et ce que vous vous rappelez dans votre livre, c'est que notre cerveau, par économie, désactive progressivement les circuits non sollicités. C'est le fameux « utilise-le » ou perds-le. Et dans le cadre d'un usage abusif de l'IA générative, quels sont les risques pour notre cerveau ? Je voulais juste dire d'abord qu'il y a quelque chose aussi qui est normal, c'est que notre cerveau, il est un petit peu fainéant. Il cherche toujours à optimiser. Et quand on voit, justement, c'est ce que je disais tout à l'heure, que d'un côté, pour faire une dissertation, il devrait y passer 2 heures, et d'un autre côté, avec ChatGPT, en 30 secondes, c'est fait, c'est simplement très dur de lutter contre. En plus, parce que quand on est plus jeune, on ne voit pas forcément tout ce qui fait mal, mais simplement l'économie d'énergie est tellement importante que notre cerveau déjà veut nous orienter par là, donc il faut lutter contre. Donc voilà, pour moi c'est la chose la plus compliquée. Et là-dessus, la problématique, c'est que si on délègue trop, justement, en fait on va perdre ses compétences. Donc soit ne même pas les avoir, si on le fait dès le début, quand on apprend à faire une dissertation, à déléguer à ChatGPT, on va perdre cette compétence. Mais sinon, si on avait déjà appris cette compétence, mais qu'on délègue trop, on va la perdre petit à petit. Là-dessus, finalement, il faut prendre un petit peu l'exemple aussi de la calculatrice qu'on entend souvent, puisque la calculatrice, j'avoue que je me posais un petit peu cette question quand j'étais jeune, pourquoi alors j'apprends à calculer alors que j'aurais une calculatrice ? Parce qu'en fait, il faut d'abord comprendre le fonctionnement pour après déléguer. Mais ensuite, il faut continuer à le travailler. Donc peut-être des moments aussi sans IA, des moments avec IA pour se challenger. Voilà, il y a plein de façons de faire, mais moi on pratique quelque chose, c'est pareil, c'est comme les muscles aussi. Si on fait beaucoup de sport et qu'on arrête, on va perdre, mais ça peut revenir. Et ça peut repartir. Et voilà, il faut réfléchir à quelles compétences on veut garder ou laisser de côté. Est-ce que le risque, si on va vraiment sur quelque chose de très abusif, on peut finalement perdre cette appétence, cette capacité à réfléchir, à construire une réflexion, d'apprendre à apprendre ? Est-ce que ça se perd ? Totalement. C'est-à-dire que si petit à petit, sans s'en rendre compte, on délègue de plus en plus, on va perdre ses compétences. Et il y a plusieurs études qui le montrent actuellement. En fait, le problème, c'est que si on fait que déléguer à l'IA générative, c'était une étude du MIT, ce qu'elle montre, c'est qu'il n'y a pas de transfert. On devient plus passif, il n'y a pas de transfert dans d'autres matières ou d'autres formes de raisonnement. C'est pour ça qu'il faut vraiment chercher à l'utiliser pour ça, puisque voilà, sinon, si on se repose trop sur l'IA, ça paraîtra très bien, ce qu'on aura envoyé, sauf qu'on ne l'aura pas forcément relu, c'est ce que montrent les études du MIT, et en plus, voilà, il n'y aura pas de transfert, donc pas d'apprentissage, donc on restera au même niveau, voire on dégraissera, puisque on ne pratique pas. Bon, alors ça, c'était le côté un petit peu alarmiste, il faut le dire. Mais vous êtes quand même assez optimiste et vous parlez d'une nouvelle réalité, c'est que les élèves font preuve d'hybridation cognitive, puisqu'ils naviguent donc entre la mémoire biologique et la mémoire externalisée que représente justement l'intelligence artificielle, ce qui revient déjà à contrebalancer justement une idée assez commune qui dit qu'effectivement les élèves ne font et ne feront plus aucun effort de mémorisation avec l'IA. Mais concrètement, qu'est-ce que ça implique, cette hybridation finalement, de cette hybridation cognitive ? En fait, c'est que bien fait, ça peut augmenter
les compétences. On peut faire justement, encore une fois, les parallèles avec la calculatrice, puisque la calculatrice permet, une fois qu'on l'a compris, d'aller plus loin. Mais finalement, on a aussi, et c'est ce que je sous-entendais dans le livre, c'est qu'on a ce qu'on appelle l'effet Google. C'est une étude montrée par Sparrow en 2011. En fait, avec Google et Internet, on ne se rappelle plus de l'information telle qu'elle dans notre cerveau, on se rappelle où la chercher. Parce qu'on considère, ça c'est la théorie de la cognition étendue de Chalmers, que les outils font partie de notre processus cognitif. Donc quand j'ai un devoir à faire avec la calculatrice, je réfléchis au raisonnement, puis je délègue à la calculatrice, puis je reprends, je reformule. Et l'idée finalement derrière ça, c'est de faire pareil pour l'IA générative, l'intelligence artificielle. D'avoir cette réflexion pour arriver à un résultat que je souhaite et l'utiliser dans les moments qui me semblent les plus opportuns pour arriver à ce résultat. Pas de A à Z, mais par exemple pour critiquer mon approche, pour me challenger, pour me donner d'autres pistes, voilà, à réfléchir en fonction du contexte, mais d'aller davantage là-dessus en encadrant ces pratiques. Donc ça, c'est ce qu'on appelle finalement le séquençage pédagogique, c'est-à-dire maîtriser avant de déléguer. Mais justement, pour maîtriser, il faut effectivement avoir un cadre. Et aujourd'hui, le gouvernement a annoncé, c'était à la rentrée, on le sait, un plan IA et éducation avec notamment la formation progressive des enseignants aux usages de l'intelligence artificielle, idem pour les élèves. Est-ce que selon vous, ce plan est à la hauteur de la transformation que vous décrivez, ou est-ce qu'il reste encore trop centré sur l'outil et pas assez sur ce que l'IA va changer finalement en profondeur dans notre rapport au savoir et à l'apprentissage ? Alors ça reste quand même super intéressant d'avoir mis ce plan en place, puisque c'est mieux que rien, et voilà, ça reste intéressant de montrer cet outil qui est de plus en plus adopté par beaucoup de personnes. Mais pour moi, justement, le fait de se concentrer trop sur l'outil, c'est problématique parce que c'est pas parce que, en fait, si on intègre un outil sans changer le reste, c'est pas intéressant. La calculatrice, si on l'intégrait sans repenser à la façon d'enseigner les mathématiques, il n'y a pas de vrai intérêt. Le vrai enjeu, finalement, c'est d'aller plus loin dans la réflexion, donc de réfléchir finalement déjà à quelles sont les compétences qui semblent pertinentes dans les années à venir avec tout ce qu'on sait du contexte actuel, lesquelles seront moins pertinentes, mais aussi à quel moment, c'est-à-dire peut-être qu'au collège, pas d'IA générative, peut-être que ça arrivera plus tard, ou uniquement pour telle chose. À quel moment du programme, de quelle façon, pourquoi, comment je l'évalue. C'est jusque-là pour moi où il faut aller, puisque c'est vraiment on ne fait pas juste ajouter un outil, on vient l'intégrer, et donc l'intégrer, ça passe par repenser le programme, l'évaluation et tout ce qu'il y a autour. Et justement, vous rappelez aussi l'importance de valoriser ces nouvelles compétences, de les évaluer en tant que telles, puisqu'en fait, maîtriser l'IA, ça va devenir une nouvelle compétence. Totalement. On peut repenser aussi au numérique. En fait, le numérique, il y a quand même maintenant... On fait des recherches sur Wikipédia et c'est totalement normal. Et finalement, l'IA générative, c'est déjà intégré et sur les années à venir, ça va l'être encore plus. Et donc, il faut former en amont sur ces compétences, qui sont ces nouvelles compétences, peut-être davantage de raisonnement logique, de critique, par exemple, vu qu'on sait que l'IA produit beaucoup de textes et qu'il peut y avoir des biais, des erreurs, des hallucinations, qui ne sont pas non plus énormes en fonction des sujets, mais il faut avoir cet esprit critique. Il faut réussir à se dire « Ah bah là, j'aime pas la transition ». Et ça, pour moi, c'est une nouvelle compétence qui va être encore plus importante qu'il était à l'ère d'Internet avec les fake news, avec tous ces genres de choses, mais avec l'IA générative, qui le sont encore davantage. Ça veut dire qu'on accepte que les élèves fassent une partie de leur dissertation avec l'intelligence artificielle, donc on en revient à apprécier le processus au moins autant finalement que le résultat final. C'est la démarche intellectuelle derrière qui devrait être finalement évaluée selon vous. Totalement. Et finalement, on peut même aller encore plus loin, c'est-à-dire que l'IA générative peut s'adapter à chacun, à chacune, et donc on peut repenser à peut-être davantage de sous-exercices en fonction des intérêts personnels des élèves, puisqu'on peut travailler une même matière, je sais pas, je pense moi à la physique-chimie que j'avais au lycée. Un des devoirs qu'on avait eu, c'était sur les fusées. Et ça m'avait beaucoup intéressé. Si ce même sujet était sur quelque chose qui ne m'intéressait pas, c'était les mêmes compétences, j'aurais peut-être moins travaillé, parce qu'il faut de la motivation, de l'engagement, de l'intérêt, et donc si on passe par ces choses-là pour faire des exercices un petit peu différents, adaptés à chacun des élèves, et que ça permet finalement de travailler les mêmes notions adaptées à chaque élève, c'est intéressant. Si on réfléchit finalement à ce qu'on souhaite évaluer, qui est le raisonnement, parce que finalement, il n'y a pas que la mémoire, le par cœur, le raisonnement, l'esprit critique, la capacité d'utiliser plein d'outils pour arriver au résultat le plus pertinent, ça reste intéressant.
Et donc voilà, pour moi, ça ouvre encore plein de nouvelles pistes à explorer. Et je vois aussi ça d'un œil assez positif sur ces choses-là. Et oui, je vous l'avais dit, hein, c'est un optimiste en termes d'intelligence artificielle que nous avons aujourd'hui en plateau. Merci beaucoup, Anthony Basile, d'avoir été avec nous. Je le rappelle, vous êtes docteur en interaction homme-machine et surtout, vous êtes donc auteur de ce livre blanc que nous avons décrypté ensemble, intitulé « L'éducation à l'ère de l'intelligence artificielle », qui est donc disponible gratuitement en version numérique, à retrouver directement où ? Directement sur le site de Sido, Sidologie. Vous mettez simplement le titre et vous l'aurez, ou dans les conférences et formations qu'on fait, là on le donne en physique pour ceux qui sont là. Et puis si vous voulez surtout poursuivre la réflexion autour des sciences cognitives, on le rappelle, vous avez une chaîne YouTube intitulée Décoder demain. Merci beaucoup aussi aux équipes en régie, à Edouard... pas du tout à Édouard Degnaud. Bonjour Édouard, si tu nous regardes. Et c'est Lilian Brémond, le super Lilian Brémond, qui nous produit cette émission. Et merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve dès demain à 12h30 sur School TV. D'ici là, portez-vous bien.